Merci Vincent. Bonjour tout le monde. Donc alors j'avoue que je suis impressionné, c'est la première fois que je parle dans cette salle. Voilà. En plus j'ai beaucoup mangé, le plateau repas était vraiment bon, donc j'espère que je ne vais pas m'endormir en parlant. Donc merci à tous les organisateurs et à toute la structure, c'est vraiment sympa. J'ai appris plein de trucs, j'ai discuté avec des gens super amitifs, c'était vraiment très bien. Et voilà, donc moi je vais vous parler d'un travail qu'on a fait avec Jérôme. Alors Jérôme il est prof de stats à l'ENSC et on travaille ensemble dans la même équipe de recherche. Donc, comme le disait Vincent, c'est une équipe INRIA, mais on est aussi dépendant de l'équipe Optimae de l'IMB. Voilà, l'équipe de l'INRIA, elle s'appelle Astral. Voilà, donc c'est un travail qu'on a fait, on l'a écrit en anglais, donc aujourd'hui je vais pas vous imposer mon accent qui est franchement horrible, donc on va en parler en français, et puis je vais essayer de vous le présenter sous un spectre plutôt dans le sens de ce qu'on a pensé nous quand on l'a fait, mais pas quand on l'a rédigé. Donc quand on l'a rédigé, il y avait des simulations, il y avait des résultats, il y avait des choses qui n'étaient pas forcément intéressantes pour nous aujourd'hui. Et voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez. Donc j'appuie sur le gros bouton, Vincent? C'est ça? Ouais. Ok. Alors, je peux regarder là-bas. Voilà. Au moins je vous tourne pas le dos. Alors, ouais, donc comme je disais, on va parler, comme Vincent disait, on va parler d'outlier, donc des observations. En fait, on ne sait pas trop ce que c'est qu'un outlier, il n'y a pas de définition très claire. Donc déjà, on va essayer de voir ce que c'est qu'une observation qu'on peut qualifier de normale. Donc là, on a essayé de cibler un petit peu. On a dit une observation qui ressemble aux autres, et on suppose qu'elles sont en majorité. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'il y en a beaucoup, ça veut dire qu'il y a surtout de ça, quoi. Bon, par exemple, si on a un jeu de données qui se représente comme ça dans un espace à 2 dimensions intéressant, on prend l'observation verte, là, le carré vert, et ça, on est tous plutôt d'accord pour dire que ça peut être une observation normale. Ok? Bon, voilà. Maintenant, on est d'accord sur ce qui est une observation normale plus ou moins, donc on va essayer de voir ce que c'est qu'une observation outlier. Donc là, par contradiction, on va plutôt dire que c'est une observation qui ne ressemble pas aux autres. Et en ce sens-là, ce serait en quelque sorte absurde finalement de la comparer aux autres et de l'inclure dans une analyse qui inclurait les autres observations. Donc assez souvent, en académique ou même en industriel, on va avoir tendance à retirer ces observations absurdes en quelque sorte. Voilà. Donc si on représente ça, on pourrait représenter ça par cette observation violette. Bon, tout ce qu'on vient de dire, enfin tout ce que je viens de vous dire, je l'ai dit quand même avec les mains, et on aime bien un petit peu formaliser les choses, et pour ça on va introduire la notion de modèle dont on a parlé juste avant, là, donc un très bel exposé. Donc dans la forme des données que je vous ai montrées, vous avez vu cette forme, donc vous la reconnaissiez tous, c'est un cube. Ce cube, en fait, il n'est pas dû au hasard, il est dû à un modèle que j'ai appliqué pour générer mes données. Donc vous voyez ici, en fait, mes deux axes, c'est abscisse X, horizontale Y, donc vous connaissez tous ce genre de choses. Et vous avez une loi qui régit la position des points, qui correspond en fait à une variabilité que vous avez sur la position de X. Donc X, il va avoir la possibilité de travailler entre -1 et 1 de façon uniforme. Et Y, il va être égal à X exposé 3 fois, plus quelque chose qui est en fait du bruit. Donc voilà. Donc là, on entre dans ce qu'on appelle un modèle. Donc on a ce modèle-là, et il va nous suivre pendant une bonne partie de l'exposé. Vous allez voir qu'il n'est pas si facile que ça, ce modèle. Alors, donc on a epsilon, voilà, donc le bruit qui suit une loi normale. L'idée, c'est que maintenant, on a un autre besoin, c'est celui de formaliser la notion de distance qu'on peut avoir entre une observation, qui peut être qualifiée de normale ou d'outlier, et la normalité, justement. Donc la normalité, c'est ce qu'on peut qualifier quelque chose c'est ce qu'on peut espérer avoir quand même quand on regarde notre jeu de données. Donc pour ça, il nous faut introduire une distance. Donc on va parler d'une distance comme étant finalement la distance, donc ici par exemple une distance euclidienne parallèle à l'axe vertical, entre une observation courante et la tendance du modèle, l'espoir qu'on peut avoir en observant à cette abscisse-là quelque chose. Donc ça va être donc justement la distance au modèle, donc la ligne rouge. On voit que si on regarde deux erreurs, donc c'est E1 et E2, on voit que E2 est bien supérieur à E1.
On voit aussi que E1, c'est à petit peu près la même chose que tout le monde. Donc ce E1, ça va être une distance normale, et le E2, ça va être une distance anormale. Donc ça va être ce qui va définir un outlier. Ok ? Voilà, donc ça, c'est les façons plutôt conventionnelles de définir les outliers. Sachant que là, on est déjà dans un cas un petit peu complexe, qui n'est pas pris en compte par la plupart des méthodes ou même des logiciels, c'est qu'on est dans un cas bivarié. Souvent, on va plutôt regarder des cas univariés pour trouver des outliers, donc des choses qui vont dépasser des boxplots, des plots à moustache. Voilà. Très bien, donc, ceci étant dit, on va parler du gros problème finalement maintenant quand on a un jeu de données réel. C'est qu'on a beaucoup de mal à avoir le modèle. Le modèle, on ne le connaît pas. Tout ce qu'on est capable d'avoir, c'est une estimation du modèle. Et cette estimation, elle se fait sur un jeu de données, le jeu de données que vous avez. Donc ici, notre jeu de données, il est de taille n égale 200, donc on l'appelle D calligraphique n. Et grâce à ce jeu de données, on peut estimer un modèle. Donc le modèle qu'on a estimé, je ne sais pas si ça se voit bien, ouais, c'est le trait bleu. Donc vous voyez que le trait bleu, il suit plus ou moins le trait rouge, en tout cas au centre. Et quand on s'éloigne, donc il y a des choses un peu étranges au point de, je crois que ça s'appelle des points d'inflexion, non, au point d'allure ordinaire, je ne sais même plus. Donc quand ça commence à bien remonter, là, donc ça ne suit pas très bien parce qu'il y a cette rupture. Et sur les bords, ça suit très très mal en fait. Donc souvent en fait, lorsqu'on va avoir un logiciel qui va commencer à vouloir faire la détection d'outlier, il va confondre en fait la détection d'une observation qui va être difficile à prédire avec le modèle qu'il a estimé et le fait que l'observation elle-même est aberrante. Donc là, on arrive enfin au point crucial, ce pourquoi on a fait un article sur le sujet. Voilà. Donc en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le gros problème qui nous occupe maintenant, ça va être d'estimer notre modèle que l'on ne connaît pas sur les données qu'on a. Ok ? Vous m'arrêtez, hein, parce que là c'est crucial. Donc voilà, en rouge c'est le modèle et en bleu c'est l'estimation. L'idée c'est qu'à des endroits où on n'a pas trop d'observations, notamment des zones qui sont dépeuplées comme les queues de distribution, souvent on va avoir des mauvaises estimations du modèle, comme c'est le cas ici sur les bords. Hop. Alors voilà, du coup comme implication, ce qu'on peut dire c'est que les conclusions sur les bords sont à surveiller. Donc c'est un petit peu pour ça qu'on a introduit cette dénomination de borderline, parce que c'était quelque chose qui se passait sur les bords. Borderline, donc on a francisé un mot anglais. Voilà. Alors, on va introduire cette notion de borderline, mais on va essayer de la définir, c'est pas non plus facile. Et donc, qu'est-ce qu'un borderline? On va dire que c'est une observation qui peut être classée normale ou bien outlier, selon l'estimation du modèle. Et cette estimation du modèle, elle dépend aussi du jeu de données disponible. Et souvent, le jeu de données disponible, il est contraignant parce qu'il est de taille finie, ce n étant fini. OK ? Donc notre travail avec Jérôme et moi-même, ça a été de déjà définir ces deux problèmes. Donc le premier problème, c'est vraiment, donc c'est ce que j'ai classé en deuxième, c'est d'avoir un échantillon qui est de taille finie, donc qui contraint notre modèle à être entaché d'une erreur d'estimation. Et un deuxième problème, c'est le problème qu'en fait le modèle qu'on utilise, il est potentiellement faux. Et donc on va avoir des observations qui vont avoir tendance à être présentées comme outlier, mais qui ne le sont pas du tout. C'est simplement que le modèle supposé, comme le modèle linéaire par exemple, n'est pas suffisant, ou n'est pas bon, ou est trop faux, parce que tout le monde est faux. Mais... Alors notre travail, du coup, et c'est ce dont on va parler maintenant, ça a été de trouver un moyen de perturber l'échantillon de données pour enrichir ce jeu de données-là. À chaque fois qu'on a fait une perturbation du jeu de données, ce qu'on va faire, c'est qu'on va estimer le modèle. Voilà, on fait une nouvelle estimation et on teste la pertinence du modèle sur des observations. Donc les observations, elles peuvent être incluses dans le modèle ou non incluses dans le modèle. On verra que ça a son importance et c'est même rédhibitoire. Donc dans le jeu d'entraînement, voilà. On va agglomérer, regrouper tous les résultats et construire une statistique intéressante qui va nous permettre de conclure sur la sensibilité de certaines observations. Donc soit normal, soit borderline, soit outlier. Hop. Alors du coup, pour ça, on va parler de la languette de Bott, donc le bootstrap. Voilà, donc je pense que ça parle à beaucoup de personnes, mon prédécesseur en a parlé. L'idée, c'est qu'il faut imaginer que notre jeu de données, on voudrait en créer un autre de la même taille, mais on a juste notre jeu de données de base. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des observations de ce jeu de données de base et en construire un autre de la même taille. Donc vu qu'on ne veut pas avoir le même jeu de données, il est évident qu'on a le droit de remettre les observations.
Voilà. Donc on crée artificiellement de la corrélation. Et ces corrélations, en fait, nous, elles vont nous intéresser parce que ce qu'elles vont faire, c'est que si on a deux observations qui vont sortir, en fait, elles vont être présentes au même endroit dans l'espace. Et donc on va avoir non plus une zone en fait dépeuplée qui pouvait créer artificiellement une observation outlier, mais maintenant on va avoir un gars qui était initialement outlier sur le jeu de données initial, mais qui maintenant va être une observation tout à fait normale. Donc on veut justement générer ce genre de cas. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on utilise du bootstrap. Alors voilà, donc ensuite pour la forme, donc la deuxième flèche là, donc pour chaque observation I, on va définir EIB, donc ça c'est juste du formalisme, et donc c'est l'erreur d'estimation sur le jeu de données DB, et aussi NIB, ça va être le nombre de fois que l'observation est apparue. Donc voilà, c'est un petit peu lourd, donc en pratique, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, donc en pratique, c'est assez visible. Donc vous avez à gauche le graphe bivarié comme tout à l'heure, un jeu de données créé aléatoirement. Et nous, on va se concentrer sur l'observation qui est en haut à droite. Donc elle est dans la queue de la distribution. Donc en fait, si vous balancez ça sur un ordinateur, l'ordinateur, il va vous dire hop, 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 lui là-haut, là. Donc ça marche avec toutes les méthodes. Là-haut en haut à droite, en haut à gauche, c'est des observations qui sont outliers. Alors que non, parce que vous êtes capable de dire non, je sais qu'il y a un modèle, il y a une tendance, je peux espérer que les observations elles sont en fait dans la continuité. Et donc c'est ce travail-là qui a beaucoup de mal à faire l'ordinateur, c'est un travail d'extrapolation. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait notre travail de bootstrap. Donc vous avez les 100 bootstrap, sans estimation bootstrap de vos modèles qui sont représentés par les courbes bleues là. Et vous avez en fait à chaque fois, vous avez une erreur pour l'observation en orange. Et cette erreur, vous pouvez la représenter en fonction du nombre de fois que cette observation apparaît dans le modèle d'entraînement. Donc c'est ce que vous voyez sur le graphe de droite. En abscisse, vous avez 0. Donc ça veut tout simplement dire que l'observation elle n'a pas été présente dans le jeu d'entraînement. Et à ce moment-là, effectivement, notre modèle se plante. L'erreur est importante. Le modèle n'est pas capable de prédire cette valeur. Par contre, dès lors que l'observation sera présente au moins une fois dans le jeu de données, vous avez une erreur qui est sur la ligne horizontale. Donc j'ai épuré au maximum, mais c'est 0. Hein. D'accord ? Vous voyez qu'à partir du moment où l'observation est au moins une fois dans vos jeux de données d'entraînement, elle sera prédite comme il faut. Donc là, on fait quelque chose que je n'avais jamais vu encore en analyse de données, en machine learning ou quoi que ce soit, c'est qu'on va s'intéresser justement aux erreurs in-bag. Et c'est ça qui va nous intéresser. Donc très souvent, que ce soit en forêt aléatoire ou avec d'autres méthodes, vous regardez les erreurs out of bag, qui permettent de voir les capacités de généralisation d'un algorithme ou d'une méthode. Ici, ce qu'on veut voir, c'est la capacité d'une observation à être incluse dans un modèle. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc voilà. Donc en fait, nous, dans les faits, dans notre papier, on ne s'intéresse pas du tout aux erreurs out of bag. Et ce qu'on va construire comme statistique, ça va être quelque chose qui va être pour les NIB qui sont supérieurs ou égales à 1. OK ? Bon. Voilà. Donc maintenant, plus pratiquement, on a développé 3 méthodes pour un petit peu discuter de toutes ces choses-là. Donc la première méthode, elle s'appelle Mono. Mono, on a un seul jeu d'entraînement sur lequel on construit donc un seul modèle. Et sur ce modèle, on va regarder les erreurs. Et sur ces erreurs-là, on va regarder s'il y a des erreurs qui sont en dehors, au-dessus d'un certain seuil, par exemple. Et à ce moment-là, on dira que cette observation va être une observation outlier. Okay ? La deuxième méthode, c'est la méthode TTR, pour Train Test Replication. Voilà. Donc on divise notre jeu de données en grand R égale 2000 sous-jeux de données, donc avec remise bien sûr. Donc il y en a un qui fera 90% du train, de chaque jeu de données fera 90% du train pour l'entraînement, et 10% ce sera pour le test. Et à chaque fois, vous allez calculer l'erreur sur le jeu de données de test, donc sur les 10% restants. Donc là, pour le coup, on s'est volontairement placé dans le cas où on va que regarder les erreurs out of bag, pour voir un petit peu comment ça se passait. Voilà, pour voir si notre intuition était la bonne. Voilà, et on espère qu'il y aura beaucoup moins de faux positifs parce que justement on aura réussi à recadrer un petit peu les observations qui ne seraient pas en bout, parce qu'on imagine qu'en bout ça va mal se passer, mais sur les bords. Voilà. Donc on va voir comment ça se passe en pratique. Et il y a une troisième méthode, donc c'est la troisième méthode, c'est la méthode boot. Boot pour bootstrap, voilà. Où là, on va faire des tirages bootstrap, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et puis regarder les erreurs sur l'axe des NIB.
Alors ensuite, donc, il faut parler du critère de décision pour savoir comment décider du type d'observation. Donc on va se baser sur les quantiles pour ce qui sont de la méthode mono et de la méthode boot. Donc on regarde la boîte à moustaches et on coupe les moustaches. Et ce qui est en dehors des moustaches, ben, ça va être de l'outlier ou du borderline en fonction de ce qu'on veut. Alors que pour la méthode TTR, on va organiser, donc ça c'est un peu technique, on va organiser de façon décroissante les EI. Et lorsqu'il y a une rupture brutale de l'erreur, c'est-à-dire que là, d'un coup, on commence à faire beaucoup moins d'erreurs. Ben, toutes celles qui sont avant la rupture, ça va être des observations qui vont être considérées comme outliers. Okay. Donc on a fait comme choix d'avoir juste la méthode boot qui fait de la détection de borderline. Donc ça c'est un peu technique, voilà. Donc mettons qu'on prenne un jeu de données, simulé comme celui-ci. Donc vous voyez qu'il y a une faible erreur, une faible dispersion autour de la tendance. Et vous avez à gauche un graphique qui représente justement cette boîte à moustaches qui est découpée, et à droite la représentation bivariée Y sachant X. Donc ce que vous voyez, c'est qu'en bleu, c'est les observations qui sont détectées comme outliers. Donc vous avez des choses détectées comme outliers qui sont aussi centrées de rouge. Donc ça va être celles qui sont simulées comme étant des outliers. Donc ça c'est bon, ça marche. Après on voit qu'on a des faux positifs. Donc les faux positifs, c'est les observations qui sont labellisées alors qu'elles ne devraient pas l'être. Donc on a toutes celles qui sont en périphérie de la tendance, un tout petit peu trop loin, mais pas tant quoi. Et celles aussi quelquefois qui sont en queue de distribution. Donc en bas à gauche c'est pas le cas parce qu'on a de la chance, mais en haut à droite c'est le cas. Voilà, on voit pour cette méthode il y a beaucoup de faux positifs. Donc si on passe à la deuxième méthode, où à gauche vous voyez cette cascade d'erreurs là avec la rupture au niveau de 11-12. Et vous voyez à droite, par rapport à la méthode de tout à l'heure, vous voyez qu'ici il y a quand même beaucoup moins d'outliers. Donc il y a beaucoup moins de faux positifs. Il y a toujours les outliers qui sont bien détectés, sauf l'observation 206 là, qui est perdue au milieu. Je ne sais pas si je peux pointer. Ah ouais, là, voilà. Et par contre, ce qu'on voit, c'est que vraiment dans les queues de distribution, on se retrouve avec cet effet qui est pour nous délétère, à savoir qu'on va catégoriser vraiment des observations comme outliers alors qu'elles ne le sont pas du tout. C'est juste qu'on arrive dans les limites de notre modélisation. Donc on va voir si on a gagné notre pari. En fait, est-ce que la méthode boot, elle permet de réparer ça? Donc si on regarde la méthode boot, bien sûr elle le fait. Ce qui se passe, c'est que donc elle va avoir comme effet positif de vraiment sélectionner comme outlier, donc cercler de bleu, les observations qui devraient l'être. Et par contre, elle va définir comme borderline certaines observations qui sont un petit peu en périphérie, mais pas trop loin, notamment celles qui sont sur la queue ou celles qui sont un petit peu sur le bord. Et donc ça se passe très bien. On voit aussi qu'il y a beaucoup moins de faux positifs que les deux précédentes méthodes. Et du coup, on est très content. Alors, est-ce que j'ai encore quelque chose? Ouais. Alors du coup, maintenant, je vais vous parler de la méthode SIR. Donc toutes les choses que je vous ai montrées, c'était des graphes bivariés, Y en fonction de X. Dans les faits, c'est pas ça qu'on fait. Dans les faits, on se ramène à des cas, enfin, on gère des données où on a une grande dimensionnalité. Et pour ça, on peut utiliser les méthodes qui font ce qu'on appelle la réduction de dimension. Donc, vous savez tous ce que c'est, j'en suis sûr. Et pour ça, on peut utiliser par exemple la méthode SIR. Donc la méthode SIR, elle suppose une relation non linéaire entre Y et X qui passe par une réduction de dimension au travers du coefficient des coefficients de régression bêta là. Voilà. Donc l'idée c'est que X, une fois qu'il est projeté sur une direction qui est portée par bêta, à ce moment-là, une simple transformation non linéaire réelle permet d'avoir une bonne prédiction de Y. Alors du coup, on a ce bêta qui correspond à une partie paramétrique et le F qui correspond à une partie non paramétrique. Donc ça, c'est un cas particulier du modèle SIR. On pourrait avoir aussi un bruit hétérocédastique, ça fonctionne aussi si ça intéresse les gens. Voilà. Ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, l'estimation qu'on fait sur bêta, on l'a fait sans savoir à faire l'estimation sur F. Donc ce qui peut être problématique dans certaines méthodes, notamment les méthodes qui passent par des spleens, des ondelettes ou des sigmoïdes, pour ne pas les citer. Donc ça marche très très bien. Voilà, donc étant donné ceci, je vais vous parler en fait du jeu de données qu'on a traité, qui est un jeu de données réel, qui a été publié la première fois en 2012 et qui recense 112 c'est ça, mesures journalières
de variables météorologiques à Rennes. Donc Rennes, c'est en Bretagne, Bretagne, c'est en France. Et on est très content de pouvoir manipuler ce très joli jeu de données. Donc dans ce jeu de données, ce qu'on devait faire, c'était en fait prédire la concentration maximum en ozone, voilà, en fonction de différentes covariables qui sont les températures à 9h, midi et 15h, les mesures de nébulosité à 9h, midi et 15h. Donc la nébulosité, de ce que j'ai compris, c'est est-ce qu'il y a des nuages ou pas. Donc voilà, s'il y a beaucoup de nuages, il y a peu de lumière, donc voilà, c'est la nébulosité. Il y a aussi les vitesses du vent et il y a aussi les concentrations max en ozone mesurées la veille. Voilà. Et voilà. Donc là, l'objectif initial, c'était ça. Et ce papier, en fait, il a montré des choses assez intéressantes sur ce jeu de données, dont on discutera un peu plus tard. Mais en tout cas, nous, notre objectif, c'est pas forcément de prédire le maximum en ozone, parce que c'est déjà fait, mais c'est de voir s'il n'y a pas des observations un petit peu originales. Hop. Alors du coup, on a fait tourner les algos. Donc là, on vous présente seulement TTR et boot. Donc TTR à gauche et boot à droite. Et voilà. Donc les variables, les observations labellisées outliers sont en bleu et borderline sont en orange. Donc vous avez à droite en fait l'estimated index. Donc ça, c'est le langage CIR. C'est en fait la projection de toutes vos variables, donc de toutes les variables que vous avez vues avant, sur la direction que vous avez estimé le bêta. Donc là, vous avez juste bêta prime x, ou x bêta, ou xb, si vous avez l'habitude de travailler plus avec des matrices qu'avec des variables aléatoires. Et vous avez en ordonnée le y. Donc ça, c'est pour les quatre figures. Et en bas, là, la ligne du bas, ça va plus être le modèle résultant, la fonction f, lorsque vous avez nettoyé le jeu de données. Sachant que ce que vous pouvez voir, c'est que les outliers sont très nombreux avec la méthode TTR et que boot ne détecte aucun outlier. Par contre, il détecte 4 borderlines. Et donc, on fait notre petite biblio et on se rend compte qu'en fait, ces dates, elles sont très bien connues par la littérature. Ce sont en fait des dates de chassés-croisés. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue, je veux dire, philosophique, ça ne va pas être des observations qui sont outliers. Alors qu'en fait, c'est ça la question qui s'est posée. Est-ce qu'on les retire du jeu de données? Est-ce que c'est des mauvaises données? Et en fait, non, parce que ce qui se passe, c'est qu'on est juste à la limite du modèle qu'on s'était proposé d'utiliser. On a essayé d'utiliser un modèle de régression linéaire en utilisant des variables météorologiques, je dirais. Ben, en fait, c'est juste qu'on n'est pas capable, avec juste ces infos-là, de prédire convenablement. Tout ce qu'il faudrait, c'est introduire, par exemple, je ne sais pas, la quantité de voitures qui passent, ou je ne sais pas, est-ce que c'est un chassé-croisé, des choses comme ça. Donc voilà, c'est juste là qu'on arrive en fait à justifier complètement tout le raisonnement que je vous ai fait, et que j'espère vous avez suivi, qu'il y a une vraie différence entre un outlier qui est quelque chose qui est absurde, et quelque chose qui est borderline, qui est limite, qui peut être limite en fonction de l'échantillonnage ou qui peut être limite en fonction du modèle. Et donc là, on voit que c'est une limite du modèle en fait. Voilà, c'est pas une limite de l'échantillonnage. Et je ne sais pas s'il y a encore des choses à dire. Ah ouais. Alors donc en conclusion, cette approche a pour l'instant été appliquée à la méthode CIR, mais peut être élargie à tout modèle de régression et même à un modèle joint en fait, on verra. Et donc on peut aussi dire qu'elle est à la limite entre détection de outliers et événements rares. En intérêt, je pense qu'elle peut être très utile dans l'esprit pour regarder des chaînes de fonctionnement, des chaînes de production, pardon. Voilà, détection d'anomalies. Et pour nous, ça a été l'occasion de faire un chapitre de livre chez Springer. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup, Adrien. Pour cette présentation très pédagogique et très intéressante. Alors, est-ce que dans la salle, on va commencer par le chat, j'ai une question à distance, hein, si tu veux bien l'entendre. Bonjour, avez-vous comparé les performances de la régression CIR avec d'autres méthodes, comme la statistique de test Q, par exemple, si jamais tu connais? Alors, dans le cadre de la détection d'outliers ou dans le cadre général Ah, alors est-ce que c'est la régression CIR ou est-ce que c'est la méthode de détection? Oui. Alors, je ne suis pas du tout un expert de la méthode CIR. Ah, d'accord. Mais Jérôme, il m'entend le monsieur, enfin, ou la personne en tout cas m'entend, c'est ça? C'est Noémie Rodriguez. C'est Noémie. Donc Noémie, où que tu sois, sache que je ne suis pas du tout un expert de la méthode CIR et que Jérôme, donc Jérôme Saraco, a développé, en fait, il a fait sa thèse là-dessus, il a fait une bonne partie de sa carrière là-dessus et il est super gentil.
et il a regardé des résultats asymptotiques, il a fait des méthodes, il a fait des théories asymptotiques. Et donc je pense que si quelqu'un a cette réponse, c'est lui. Il est à l'ENSC, et puis voilà, je peux te donner son adresse, je ne sais pas comment ça. Ben on fera éventuellement passer. Le truc, c'est qu'il faut savoir qu'il y a quelques secondes, voire 30 secondes de décalage entre ce qui se passe sur la distance et le live. Donc c'est normal qu'il y ait un tout petit peu de décalage si jamais il y a des questions à poser. En attendant, je vais peut-être en poser une parce qu'on a une minute. Est-ce qu'il y a un impact, il y a des effets de seuil, enfin, il y a des hyperparamètres à caler, non? Il y a des seuils à définir. Je me rappelle d'un graphique en Tether où tu as une barre verticale qui va séparer les erreurs quand tu reviens en arrière. Là, voilà, là par exemple. Là. Alors ouais, là c'est un package qui fait ça, donc il fait la détection de rupture. Alors ça c'est pas toi en fait, c'est ça, c'est Ouais, ça c'est Jérôme. C'est Jérôme. Mais enfin peu importe. C'est oui, il y a forcément un seuil pour considérer que cette rupture est présente ou pas, où est-ce qu'elle est. Je sais qu'avec ce package, tu peux aussi mettre plusieurs ruptures. Donc est-ce que tu pourrais pas, même avec cette méthode-là, donc avec cette détection de rupture, détecter des outliers. Donc ça peut être ici, ça peut peut-être être plus des borderlines et les outliers ici, tu vois. Donc voilà, tout à fait, ouais. Il y a des paramètres. Mais dans tout, hein, nous, tu vois, on a mis des seuils. Donc, tu vois, nous, les seuils, par exemple, c'est la boîte à moustache. Donc, oui, alors ça, c'est défini directement par la boîte. Ouais, mais c'est un seuil. C'est pareil, c'est un seuil, tu vois. Enfin, et on a mis des seuils sur une transformation de nos données. Voilà, parce qu'on ne sait pas, parce que voilà, les logs, ça appuie sur les gros trucs. Donc, on s'est dit que ça allait bien marcher, et ça a bien marché, on est chanceux. Voilà, mais oui, ça reste très paramétrique, en fait, tout à fait. Bon, est-ce que tu as réussi ou est-ce que tu as tenté une analyse comparative par rapport à des biblios qui seraient basés plus sur des plus proches voisins, enfin des trucs qui ressembleraient à des isolations forest en supervisé, on va dire, en régression? Non, c'est pas... Non, on l'a pas fait, mais ça commence à nous titiller en fait. C'est vrai qu'on a fait cet article et on est resté un peu sur notre fin quand même. C'est vrai que les isolation forest, donc ça fonctionne très très bien, donc c'est des forêts aléatoires qui permettent de voir si des points sont isolés. Et non, on l'a pas fait quoi. On est parti sur autre chose, on a fait ça, on s'est excité comme des fous là-dessus, et puis ça a très bien marché. Voilà, peut-être que quelqu'un veut le faire avec nous, et puis... c'est un appel. Voilà. Non mais c'est une idée très inspirante de jouer sur les erreurs in-bag et out of bag. Ça nous a bien plu. C'est très très bien. Et je pense que ça peut même, pour les industriels, quoi, parce qu'on a tendance à mettre à la poubelle les erreurs in-bag, alors qu'en fait, il y a énormément d'infos dedans, quoi. Donc voilà, s'il y a des industriels qui ne savent pas quoi faire de leurs erreurs in-bag, ils peuvent s'en servir comme ça, quoi. Voilà. Bien. Est-ce que dans la salle, n'hésitez pas à poser une question? Il n'y a pas de question. Parce que c'était très clair en fait. Merci. Bon, merci beaucoup Adrien. Merci, au revoir tout le monde.